On va parler de la liberté d'expression. On va parler de ce rapport qui a été présenté par les sénateurs dans l'indifférence politique et médiatique. J'ai vu seulement 2 hommes politiques réagir, Éric Zemmour et David Lisnard. J'ai vu Géraldine Vossner, la journaliste du Point, alerter. J'ai vu Arnaud Benedetti, là aussi alerté. Et puis après, plus rien. Tout le monde s'en fout. La commission culture du Sénat a lancé il y a 6 mois une commission d'enquête sur ce qu'elle appelle les zones grises de l'information. J'invite les téléspectateurs à aller voir ce rapport. Vous avez 2 possibilités. Il y a le rapport qui fait 160 pages et puis vous avez une sorte de résumé fait par les sénateurs, un essentiel sur 13 pages. Vraiment, si vous avez du temps, lisez ce rapport parce qu'il est vertigineux. Aussi vertigineux qu'imprécis. Et puis, si vous avez peu de temps, lisez quand même les essentiels parce qu'on bascule dans une autre société où la liberté d'expression devient un problème. C'est-à-dire qu'on veut réguler désormais, non pas les médias dits traditionnels, mais ce qui se passe sur les plateformes, les réseaux sociaux. On parle de journalistes d'influenceurs et ils parlent de désinformation et d'ingérence intérieure. Il y a un calendrier, c'est 2027. Ah bon, 2027, avant la présidentielle, vous voulez faire ça? Surprenant. Élodie Huchard. 55 recommandations pour encadrer les plateformes numériques, les créateurs de contenu et l'intelligence artificielle. Avec comme inquiétude pour les sénateurs l'élection présidentielle de 2027 et une possible ingérence intérieure. Que se passerait-il en effet si une personnalité, un courant de pensée, un parti politique disposant de moyens financiers conséquents, décidait de le mettre au service d'un projet politique en utilisant les réseaux sociaux comme une arme? La Commission propose donc la création d'un observatoire indépendant de la désinformation pour sanctionner ces potentielles dérives. Elle souhaite aussi mieux encadrer les algorithmes des plateformes et l'intelligence artificielle. Autre cible des sénateurs, les créateurs de contenu. Et quand un créateur diffuse massivement de fausses informations à une audience comparable à une chaîne de télévision, l'Arcom doit pouvoir intervenir. Une dérive dangereuse, selon Mathieu Boccoté. Premièrement, la notion d'agent d'ingérence intérieure consiste en fait à traiter toute forme d'opposition qui est extérieure à la pensée dominante comme une forme de subversion illégitime à mater. C'est un concept fondamentalement liberticide. Et par ailleurs, l'appel à ce que l'Arcom contrôle encore plus la vie publique, c'est une volonté de mettre sous contrôle l'espace public intégralement. Une proposition de loi sera déposée prochainement. Les sénateurs souhaitent qu'elle entre en vigueur avant les futures échéances électorales. Extrême centre face et cette envie de bâillonner comme l'extrême gauche ne surprendra personne. Mais que les républicains entrent dans la danse, j'espère que Bruno Retailleau, qui est le patron des Républicains, va vite clarifier la situation. Arnaud Benedetti, Orwell. On entre encore un peu plus dans la version orwellienne de la société. Depuis quelques années, de la part de ceux qui prétendent défendre la démocratie libérale, à une véritable dérive illibérale. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont perdu le sens de l'esprit démocratique. Vous savez, un espace démocratique, c'est un espace public, c'est un espace de confrontation et c'est un espace de pluralité politique dans lequel on les fait. Après, chacun se fait son opinion et son avis sur les arguments des uns et des autres. Là, ce à quoi nous sommes confrontés, c'est la volonté, notamment à travers cette notion totalement, j'allais dire, incompréhensible, enfin si, suffisamment compréhensible politiquement, d'ingérence intérieure, à une finalement tentative de cadenassage du débat public. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a une forme de pensée unique qui n'accepte pas, d'une certaine manière, qu'il puisse y avoir d'autres visions au sein de la société qui se confrontent. Ça s'appelle tout simplement la démocratie. Ce qu'ils appellent l'ingérence intérieure, les jeux d'influence, ils ont toujours existé en politique. On ne fait pas de la politique s'il n'y a pas d'influence. L'influence, ça existe. On fait tous plus ou moins de l'influence. Les politiques font de l'influence en permanence. Les médias font de l'influence. Et à Bruxelles, les lobbies. On va parler de l'ingérence intérieure à Bruxelles. Et c'est à Bruxelles, mais c'est dicté par Bruxelles tout ce qui est en train de se passer. Mais alors, il est 9h25. C'est un sujet qui est absolument passionnant. C'est un rapport sénatorial, là pour le coup. Mais c'est dans la continuité. Dans ce rapport, on explique que justement, il faut mettre en application les mesures qui sont proposées et les volontés qui sont proposées par Bruxelles.
C'est dans la continuité de ce qui se passe à Bruxelles. C'est un rapport de dizaines de millions d'euros où Bruxelles a fait travailler des universitaires d'un certain nombre de pays pour voir comment protéger, soi-disant, l'Europe de tentations prétendument antidémocratiques, haineuses, etc. Et donc il y a bien quelque chose qui se déroule et qu'on voudrait appliquer notamment en France. Mais c'est pour ça que peut-être que très rapidement, Bruno Retailleau va réagir parce que cette dérive illibérale, comme vous dites, Arnaud Benedetti... Alors ça, c'est un vrai sujet. La position de LR... bien sûr, on a besoin de savoir ce qui se passe. La droite défend la liberté. En bon, alors... mais c'est pour ça que... En l'occurrence, que LR soit associé... Parce que finalement, LR pouvait très bien, je veux dire, dans ce rapport... En l'occurrence, je veux dire, prendre ses distances par rapport aux conclusions générales du rapport. C'est déjà arrivé dans les plans sous et généralement, il n'y a jamais tous les groupes. Il y a la possibilité à un moment donné de montrer qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec les conclusions qui sont celles du rapport. En l'occurrence, ça n'a pas été le cas, donc en effet, ça interroge. Et évidemment, par exemple, Agnès Séveraine, qui est présente dans ce rapport, qui participait avec le sénateur centriste comme la sénatrice socialiste, les trois sont les bienvenus pour en parler, pour préciser ingérence intérieure. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tiens, ils sont les bienvenus. 9h26, on a déjà un tout petit peu de retard, mais évidemment, nous en parlerons en longueur juste après de cette commission culture du Sénat lancée il y a 6 mois. Du moins, cette commission a lancé justement une information, une sorte de commission d'enquête sur ce qu'elle appelle les zones grises de l'information, prétendant lutter contre la désinformation, notamment en vue de la présidentielle de 2027, avec un objectif de lutter, sans vraiment les définir, les ingérences intérieures, et avec une volonté de créer un nouveau machin qui serait une sorte d'organisation indépendante qui viendrait sanctionner tout ce qui peut se passer, notamment sur les réseaux sociaux. 2 responsables politiques ont eu le courage d'alerter sur cette situation liberticide. Éric Zemmour, main dans la main, LR, PS, En Marche ressuscite la Pravda. Sous couvert de lutter contre la désinformation, ils viennent de déposer au Sénat une loi liberticide applicable dès la rentrée. Définition officielle de la désinformation, classement des contenus par niveau de risque, surveillance renforcée des sujets climat, santé, contrôle accru des créateurs et des podcasts, pouvoir élargi de l'ARCOM, création d'un observatoire de la désinformation. Voilà ce que dit Éric Zemmour. David Lisnard, le président des maires de France, je l'écrivais il y a déjà plusieurs mois, défendre la liberté d'expression est devenu un devoir politique prioritaire. Ce rapport, avec ses préconisations imprécises et liberticides, confirme l'urgence du combat. On ne protège pas la démocratie en organisant la bureaucratie de la vérité. L'ancien député que vous êtes. C'est surréaliste. Il se passe quoi, monsieur Surréaliste. Le constat est réel. Oui, il peut y avoir des ingérences étrangères. On le sait, on peut manipuler les... OK. Mais là, on parle d'ingérence intérieure. C'est-à-dire que globalement, on va dire que si un parti politique décide d'être assez actif, proactif en matière de communication sur les réseaux sociaux, si ça ne plaît pas à cette fameuse commission, ils vont dire « Ah ben non, c'est de la désinformation ». Mais donc ça veut dire qu'on va mettre tout le monde sous contrôle. Et c'est ça qui est surréaliste. Sur les réseaux sociaux, c'est le propre d'une campagne électorale par définition. Bien sûr, mais bien entendu, c'est le rôle d'un parti de dire ce qu'il pense et de faire des propositions aux Français. Et aux candidats de faire campagne. Il est là pour ça. Oui, mais il y a quand même un autre écueil, c'est qu'il ne s'agit pas simplement des agents politiques, il s'agit également des personnes qui créent des contenus, qui animent des podcasts et qui forment une espèce de galaxie qui relate du réel autrement que le narratif officiel. Moi, ça me fait penser à la tribune de Maxime Saada, la France, ce pays qui ferme des chaînes. Nous sommes en effet dans une espèce de pente glissante. Alors on va beaucoup entendre, je pense, tous ces idiomes, loi liberticide, désinformation, etc. Alors que la réalité, c'est que nous sommes aujourd'hui en France, dans un pays où la liberté d'expression recule partout. Ce que nous voyons là, c'est simplement le porte-parole officiel du fameux DSA Act. Mais il faut savoir qu'en soubassement, dans la face cachée de l'iceberg, vous avez des personnalités plutôt à droite ou classées à droite, comme Alice Cordier, qui s'est vue fermer son compte Instagram. Dernièrement, Louise Maurice, des organes de presse qui peinent à trouver des financements. Une chaîne, je rappelle que la France est quand même le pays qui a fermé une chaîne, C8. Donc il y a tout un contexte, malheureusement, aujourd'hui, qui nous font penser que nous allons utiliser de plus en plus loi liberticide, dérive illibérale, et ça devrait tous collectivement nous interroger sur, en effet, cette temporalité, parce que ça vient quand même 1 an avant l'élection présidentielle, cette manière de contrôler le narratif pour contrôler la pensée. C'est une dérive, en effet, comme on va souvent le répéter,
illibérale et liberticide. Et il faudrait que ça soit mis en place dès la rentrée, donc en septembre, Arnaud Benedetti. Pourquoi vous dites qu'il y a très peu de chance? Parce que le calendrier parlementaire ne le permet pas. Il n'y aura vraisemblablement pas de majorité pour adopter ce type de disposition, d'ailleurs, parce qu'il y aura autant à droite qu'à gauche des gens qui s'y opposeront. Donc je crois que là-dessus, je veux dire, il n'y a pas de risque. Enfin, on verra bien ce qui va se passer. Mais en plus, à part, si vous voulez, il y a une idée derrière là-dessus qui est d'ailleurs pas du tout confirmée, c'est que les réseaux sociaux orienteraient le vote. Or, toutes les études, d'ailleurs, de toute façon, les réseaux sociaux sont un outil de communication politique, comme d'autres outils de communication politique, et il est tout à fait logique que les formations politiques les utilisent dans leur campagne électorale. Il n'y a rien de choquant en cela. Mais en plus, c'est-à-dire que c'est faux. C'est-à-dire que l'idée que les réseaux sociaux seraient un moyen d'orienter le vote, toutes les études qui ont été menées, notamment sur des élections où on pensait que, par exemple, des comptes étrangers avaient pu, à un moment donné, permettre la victoire de Trump aux États-Unis ou la victoire du Brexit au Royaume-Uni, je veux dire, ont montré que ce n'était pas le cas. On sait très bien que, de toute façon, les orientations électorales sont, en règle générale, plutôt, je veux dire... bâtis sur des déterminants qui sont des déterminants sociaux, des déterminants de revenus, des déterminants autres que celui, évidemment, des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne font que renforcer les gens dans leurs convictions. Et puis, sur le calendrier, moi, j'ai un petit doute et une petite crainte. Ils veulent aller vite. Donc, au Sénat, on voit bien, c'est un rapport où tout le monde est. Il y a la droite, le centre, la gauche. Oui, non, mais là, j'imagine pas Bruno Retailleau applaudir ce rapport. Ce qui est surprenant d'ailleurs, c'est qu'il n'est pas déjà réagi. Participer à la rédaction du rapport. Parce qu'elle fait partie de cette commission culture. Voilà, ok. Mais à l'Assemblée, on voit bien ce qu'il y a derrière, globalement. Allez, on se dit les choses. C'est comment empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Et c'est eux qui vont manipuler, c'est eux qui font... Ils ont ces news, ok, très bien. Donc, il peut y avoir une majorité à l'Assemblée, dans leur délire, il peut y avoir une majorité à l'Assemblée avec le bloc central et la gauche, et tout dépend de ce que fera les LR. Je ne suis pas sûr que LFI le vote. Une proposition de loi qui serait déposée à la rentrée, avec le budget assez... Non, en urgence. Il n'y a pas le temps de... Ah, en urgence, ça peut aller vite. Non, mais j'ai une lecture. En revanche, on va dans cette direction. Et tout à l'heure, j'évoquais l'Union européenne. L'Union européenne est en train de mettre en place tout un système de directives pour lutter, soi-disant, contre les hate speech. On sait très bien qui est désigné. C'est l'extrême droite que vous évoquiez. L'extrême gauche ne les dérange pas du tout. Et donc, petit à petit, on serre et on visse les boulons. On saucissonne bien. On est clairement dans cette tendance-là au niveau français et au niveau européen. Et vous imaginez si vous ciblez donc sur les réseaux sociaux des personnalités ou des personnes qui interpellent sur des thématiques. Il y a des thématiques, par exemple, sur la santé, sur et la question, la sécurité. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que, par exemple, pourquoi je vous dis que c'est dangereux? La sécurité. Et c'est pour ça que ce camp du bien vacille. C'est que le 31 mai dernier, au moment de la finale de Ligue des Champions, si vous écoutiez les médias dits traditionnels, c'était plutôt une journée qui s'était bien passée. En marge de la Ligue des Champions, il y avait eu quelques violences. Heureusement que les réseaux sociaux étaient là pour relayer, alerter sur les émeutes, les violences émeutières produites un peu partout et notamment à Paris, et puis qu'ensuite les autorités ont dû recenser exactement ce qui a dû se passer. Donc cette parole alternative, elle dérange. Et si les Français se détournent des médias traditionnels, c'est parce que probablement ils ne sont plus connectés au réel. Et s'ils vont plus vers les réseaux sociaux, c'est que parfois sur les réseaux sociaux, il y a cette connexion au réel. Mais la menace de l'extrême droite et de la peste brune est telle qu'il faut aujourd'hui réguler. Et c'est une situation là aussi gravissime. Le camp du bien déteste le réel. Quand on est dans l'idéologie, le réel est insupportable puisqu'il vient télescoper des a priori et des préjugés et un système de pensée qui fonctionne en vase clos. C'est terrible. C'est dire la vérité, représenter la société telle qu'on voudrait qu'elle soit représentée. Nous sommes en plein les réseaux sociaux. On parlera d'éducation culturelle. Sur l'euthanasie. Est-ce que si cette commission passe, vous aurez le droit, Ludovine, de vous mobiliser sur les réseaux sociaux, Ludovine de la Rochère, pour dire que c'est une loi qui
met en danger la vie des Français. Ils auraient le droit ou pas ? C'est la question qu'on se posera. Ce serait soi-disant un discours de haine contre les personnes malades qui demanderaient à mourir, tout ça étant très théorique. Et il serait effectivement dangereux de tenir un discours qui ne convient pas. On va en parler dans un instant, la loi dite sur la fin de vie, parce qu'on refuse de prononcer les bons termes, l'euthanasie et le suicide assisté. Nous en parlons dans quelques instants, puisque c'est une journée décisive. Mais avant cela, et si vous êtes avec nous, Mathieu Vallet et Stanislas Godon, délégué national Alliance Police, c'est pour revenir sur une des déclarations d'hier de Jean-Luc Mélenchon. Vous savez qu'hier, la Brave M, cette brigade motorisée de la police nationale, et on va découvrir l'image ensemble, a pour la première fois défilé lors du 14 juillet. Et c'est un moment symbolique, ces brigades qui interviennent sur les points justement les plus chauds lors des manifestations, lors des grandes mobilisations où il y a de la foule comme hier. Et heureusement qu'elles sont là, parce qu'elles vont permettre d'interpeller rapidement, de se déplacer plus rapidement que les escadrons mobiles lorsque tout est bloqué, et puis interpeller. Eh bien, écoutez Jean-Luc Mélenchon, puisque Jean-Luc Mélenchon, hier, a fait siffler lors d'un meeting la police le jour d'un 14 juillet en disant « on va dissoudre la Brave M ». Il y a eu le cortège ce matin militaire. Chacun fait son devoir. On me dit qu'on y a fait défiler l'unité de police Brave M. Eh bien, si c'est moi qui suis élu, on dira qu'il a fait ça pour nous dire adieu, car à peine élu, cette unité sera dissoute. Et standing ovation. D'abord, le policier que vous êtes, monsieur Stanislas Godon, sur cette Brave M, cette police nationale huée par la France Insoumise et son chef Jean-Luc Mélenchon. Oui, alors encore une fois, je crois qu'ils ont vraiment oublié que le pacte républicain, c'était aussi de respecter sa police. Et c'est bien dommage. En fait, ça fait même écho d'ailleurs au débat, j'espère qu'on en parlera, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale sur la présomption de légitime défense. On en parle juste après. La Brave M, il faut bien se rappeler qu'elle a été créée parce que, dans le cadre notamment des manifestations ultra-violentes Gilets jaunes, il y avait un problème de mobilité. Effectivement, il fallait pouvoir se déplacer très rapidement. Je rappelle qu'il y avait des parcours de manifestation qui n'étaient pas autorisés, qui se faisaient sur des petites rues, et que c'était extrêmement compliqué de notamment faire se déplacer des compagnies républicaines de sécurité ou des escadrons de gendarmerie. D'autre part, l'objectif que tout le monde attend, c'est qu'on interpelle aussi les individus qui sont ultra-violents, qui font le chaos. Et donc, c'était l'intérêt aussi de faire du saut dessus, parce que je rappelle que les compagnies républicaines de sécurité, les escadrons de gendarmerie, ils sont là pour rétablir l'ordre public. Ils ne sont pas censés faire de l'interpellation. Ce n'est pas leur premier cœur de métier. Bien évidemment qu'ils vont le faire s'ils en ont besoin, mais ça pose des problèmes, notamment en matière de suivi après derrière. Donc, remettre en cause, mais ça c'est, je dirais, le narratif de la France Insoumise, puisqu'ils veulent tout supprimer, les BAC, les Brave M, enfin bref, tout ce qui fait, en fait, aujourd'hui, ce dont on a beaucoup besoin pour réinstaurer l'autorité de l'État, c'est qu'il y ait aussi un volet répressif qui puisse s'exercer, à condition que derrière, évidemment, il y ait la réponse pénale. Vous êtes désormais eurodéputé, mais vous êtes un ancien commissaire de police, Mathieu Vallet. Quand vous voyez par exemple Thomas Porte qui fait le parallèle entre la Brave M et les voltigeurs, pour le 14 juillet, Macron fait défiler les héritiers des voltigeurs qui avaient assassiné Malik Oussekine, une unité qui se comporte aujourd'hui comme une milice. Racisme, violence, insultes, passage à tabac, la Brave M doit être dissoute. Vous lui répondez quoi, Mathieu Vallet ? C'est bien dommage que la connerie, elle ne peut pas être dissoute, parce que la réalité, c'est que ces diffamations et ces propos outrageants ne font une fois de plus, on n'est pas étonné, honneur à la France Insoumise, mais c'est leur nouvelle France. Une nouvelle France où il n'y a pas de policiers, où il n'y a pas de BAC, où il n'y a pas de Brave M, où la police est désarmée, et où c'est en avant les voyous. Voilà, mais en même temps, c'est normal. La BAC, les Brave M, ils interpellent les voyous, et Jean-Luc Mélenchon, il a un parti où il y a des députés qui sont des voyous, puisqu'ils ont été condamnés pour ça. Monsieur Arnaud pour déviance volontaire en réunion, monsieur Carbrat pour usage de stupéfiants. Donc c'est normal que dans un parti, on défend les voyous, on a quelques voyous, on n'aime pas la police qui gêne les voyous. Et puis, vous savez, moi, je revois les images que vous avez montrées sur votre écran. Moi, j'étais hier sur les Champs-Élysées. Vous avez les conducteurs sur ces brigades de répression d'action violence à moto qui font 3 mois de formation à l'école de police de Sens, où moi, j'y suis allé récemment à leur sortie de promotion. Et derrière, vous avez un opérateur, ce sont des jeunes policiers qui sont là pour protéger. Donc oui, on est fiers de ces
ces unités. Et hier, j'ai trouvé qu'aux côtés de leurs camarades de la gendarmerie, vous avez vu qu'il y a les motocyclistes gendarmes, mais aussi policiers, mais même douaniers, et ben on avait cette grande fierté. Puis ils étaient applaudis, le déval. Il y avait beaucoup de bravo. Et les Français, qui ne sont pas la Nouvelle-France, mais qui sont la France, qui aiment sa police, les ont ovationnés. Et c'était assez impressionnant. Donc Jean-Luc Mélenchon, il peut bien dire ce qu'il veut. En tout cas, c'est pour ça que moi je me suis engagé auprès de Marine Le Pen et Jordan Bardella. On est à leur côté. Et cette campagne, c'est très bien. Elle va permettre de choisir entre la Nouvelle-France, qui est une France racialisée, une France haineuse, une France qui veut dissoudre sa police, une France qui veut faire le tri entre les Français, et une France que nous représentons, celle qui se rassemble, celle qui est pour la renaissance de notre police aussi, puisqu'elle en a bien besoin, comme notre gendarmerie, comme tout ce pays aujourd'hui qui est à terre et qu'on veut redresser avec tous les Français. Je vous propose d'écouter à présent Antoine Léaumont, qui était ce matin invité lors des vous savez, interviews matinaux de politique. Hein. Antoine Léaumont qui a parlé, vous savez, de la présomption de légitime défense. Cette présomption de légitime défense pour les policiers, elle a été votée à l'Assemblée la semaine dernière dans des conditions, là aussi, qu'on n'avait jamais vues, avec le collectif Traoré, et notamment Assa Traoré, qui est venu perturber la séance. Vous avez un huissier qui a failli tomber, et je crois qu'il a d'ailleurs porté plainte, si je ne m'abuse, ou du moins signalé les faits. J'ai toujours pas entendu Madame Yael Braun-Pivet à ce sujet. Antoine Léaumont, député La France Insoumise, qui ne parle pas de présomption de légitime défense pour les policiers, mais qui parle de permis de tuer. Voilà où on en est. Et aujourd'hui, ce qui se passe avec cette loi permis de tuer, et je l'appelle comme ça à dessein pour que tout le monde comprenne bien, c'est qu'on va considérer qu'un policier qui fait usage de son arme fait usage de son arme de manière légitime. Moi, j'ai pas de sujet avec le fait qu'un policier en état de légitime défense utilise son arme. Mais ce qui existait avant 2016, c'était la même chose pour tout le monde. C'est-à-dire que si un policier faisait usage de son arme, eh ben, il devait faire la démonstration qu'il avait été en état de légitime défense, comme n'importe quel citoyen de la République française. Vous n'aimez pas la police, vous n'aimez pas les policiers, Antoine Léaumont ? Précisément, je les aime beaucoup. Et justement, bien aimer la police et la gendarmerie, c'est vouloir qu'elle n'ait pas des droits supérieurs aux autres citoyens. Vous voyez, Stanislas Gondon, vous n'avez pas compris, il vous aime. Il vous aime, Antoine Léaumont. Alors Antoine Léaumont, il n'a surtout pas compris qu'est-ce que c'était le cadre législatif d'usage des armes. Et il ferait mieux de retourner sur les bancs de l'école et de bien lire les textes. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, avant 2016, effectivement, il n'y avait que la légitime défense. Mais il s'est passé quelque chose. Rappelez-vous, c'était les attentats terroristes. Et les attentats terroristes ont mis un focus sur notamment un trou dans la raquette qui était le périple meurtrier. Puisque par exemple, sur la rue Appert, la légitime défense ne pouvait pas s'appliquer. Voilà, c'est ça en fait la réalité des choses. Donc il fallait combler. Et donc il y a eu cette loi de 2017 qui a permis l'usage légitime des armes spécifiques aux policiers et aux gendarmes, avec 5 cas bien identifiés par la loi. Et c'est pour ça que là, encore une fois, il était pourtant dans l'hémicycle. Il a fait partie de ceux qui ont proféré notamment des propos vis-à-vis de la police. On a entendu des choses, mais hallucinantes. Grâce à cette loi, vous allez tuer notamment demain des Noirs et des Arabes dans la rue. Ça a été dit à plusieurs reprises, et pas que par la France Insoumise d'ailleurs. Et en fait, le texte de loi de la présomption de légitime défense, il donne bien un cadre. Il ne modifie pas les textes d'origine. C'est ça, en fait, qu'il faut rappeler. La légitime défense, 122.5, il est toujours pareil. L'article 435-1 du Code de la sécurité intérieure, il est toujours pareil. Et d'autre part, la présomption de légitime défense, elle n'est pas irréfragable, puisqu'elle peut être inversée à tout moment, à condition qu'on apporte des éléments. Donc en fait, c'est un équilibre par rapport, je dirais, à la présomption de culpabilité aujourd'hui qui s'exerce vis-à-vis des policiers. Au contraire, c'est une évolution vis-à-vis des policiers et c'est aussi un message fort. Mais on a bien compris que la France Insoumise ne soutient pas sa police. D'ailleurs, il prône des slogans de haine anti-flic.